Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Sibylle et Cécile. On dit souvent que le sexe est tabou. Mais il y a encore plus tabou que le sexe, l'argent. Et encore plus tabou que l'argent, c'est l'argent dans le couple. En français, on utilise souvent l'expression « quand on aime, on ne compte pas ». Car penser à l'argent quand on est en couple, c'est comme si on ne s'aimait pas vraiment. Comme si on faisait passer nos intérêts avant l'amour. Pourtant, l'argent existe bien. Et chacun a une relation très spéciale à l'argent. Quand deux personnes se mettent ensemble, il est fort possible que leur relation à l'argent soit différente. Dépensier ou plutôt économe ? Chacun pour soi ou tout en commun ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la façon dont on gère l'argent en couple et voir si cette gestion est juste pour les hommes et pour les femmes. Et il y a une autre expression française que j'aime beaucoup, les bons comptes font les bons amis. Et dans cet épisode, nous allons vérifier si on peut aussi appliquer cette expression au couple. Est-ce que les bons comptes font les bons amants ? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, Raphaël et Sibylle, êtes-vous prêts pour le petit quiz habituel pour voir si vous avez quelques connaissances sur l'argent dans le couple ? on est prêt. On est prêt. Alors, première question, un petit peu d'histoire. Est-ce que vous savez en quelle année les femmes ont pu ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari ? Sibylle, notre historienne de choc. Oui, c'est en 1965. Enfin, je crois que la loi est passée en 1965, mais peut-être qu'elle n'a été appliquée qu'en 1966. C'est pas impossible, oui. J'ai pas ce degré de précision, mais effectivement, c'est bien 1965. Et quand j'ai appris cette date, alors ça fait quelques années maintenant, mais j'ai été choquée de savoir que quand mes parents sont nés, c'était toujours pas autorisé. Et que c'est vraiment une loi ultra récente, en fait. Et de se dire comment on a pu, nous, en tant que femmes, durer aussi longtemps sans pouvoir ouvrir un compte sans les hommes. C'est fou. Est-ce que tu peux nous raconter, Sibylle, toi, un peu la genèse de... Parce que je crois que ça vient d'une loi particulière qui date d'il y a déjà pas mal de temps. Oui, effectivement, en fait, le fait que les femmes soient soumises à l'autorité de leur mari lorsqu'elles en ont un pour la gestion de leurs finances, ça remonte au tout début du 19e siècle, au Code civil de Napoléon qui, en 1804, a vraiment inscrit l'infériorité des femmes dans la loi. Donc les femmes, une fois qu'elles étaient mariées, en tout cas, étaient privées de tous leurs droits juridiques et aussi de leur droit d'agir sur le plan économique. Et donc ça empêchait les femmes de faire toutes sortes de choses, de gérer leurs biens, de recevoir elles-mêmes leur salaire, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé en 1907 seulement. Les femmes ont pu elles-mêmes récupérer leur salaire. Et c'est en 1938 que la femme mariée, finalement, n'a plus été vue comme une mineure soumise à son mari, mais il y avait toujours la nécessité de demander au mari, qui était vu comme le chef de famille, l'autorisation d'ouvrir un compte en banque. Et bien, on est bien content d'être en 2023. C'est ça. Et qu'avec Sibylle, on puisse récupérer nos revenus sans autorisation quelconque. Ok, super, merci. Et bravo. Donc, deuxième question. À votre avis, les couples, est-ce qu'ils ont plutôt tendance à mettre tout leur argent en commun, donc d'avoir un seul compte joint finalement, ou est-ce qu'ils ont aussi des comptes individuels ? Raph, est-ce que toi, tu as une idée de quelle est la tendance ? Alors, je crois que il y a une tendance à avoir un compte commun, mais aussi à avoir des comptes séparés, d'avoir 3 comptes, en fait, généralement, chacun garde son compte personnel, et puis on ouvre un compte commun pour les dépenses communes, surtout à partir du moment où on commence à habiter ensemble, voire à se marier, évidemment. Moi, ce que j'ai vu, c'est que dans les couples, il y a encore 64% des couples qui mettent tout en commun.
Tout en commun pour les 2/3. Ah ouais. Apparemment. Et alors, ce 64% compte aussi les retraités. Donc, c'est la génération bien au-dessus de nous. Donc, si on enlève les retraités, ça descend à 59%. Mais apparemment, on est à plus de la moitié où tout est mis en commun. Et là, tu parles des couples mariés? Alors, là, je crois que c'est tous les couples. Les couples, du coup, à partir du concubinage, donc qui vivent ensemble. En tout cas, c'est les chiffres que j'ai pu lire. Et j'ai été étonnée parce qu'effectivement, je pensais que la tendance était plutôt, comme tu disais, Raph, d'avoir 3 comptes, un compte joint et des comptes privés. Et il y a encore, du coup, plus de la moitié des couples qui mettent tout en commun. Okay. Et voilà, je trouve ça assez intéressant. Et après, il faudrait voir effectivement, une fois que les 2 générations au-dessus ne seront plus là, vraiment comment ça va se rééquilibrer peut-être. Mais même encore autour de moi, j'ai encore beaucoup de gens qui ont tout en commun. Ah ouais. Par contre, il y a 2 profils de couple où c'est moins vrai. Ça veut dire qu'il y a des profils de couple qui, eux, n'ont pas du tout tendance à mettre tout en commun. Est-ce que vous avez une idée de quel profil de couple ne met pas son argent en commun? En tout cas, pas que. Sibylle. Les couples dans lesquels l'un des partenaires a une entreprise, peut-être? Ouais, alors j'ai pas... Enfin, alors du coup, par extension, je pense, oui, effectivement. Est-ce que vous avez une autre idée? Les couples les plus riches? Effectivement. Plus on est riche, moins on met en commun. Et il y a un autre profil de couple encore. Est-ce que vous avez une idée? Les couples homosexuels? Ah, je ne sais pas. J'ai pas l'info. Ça, je ne sais pas. Non, l'info que j'ai vue, c'est des couples qui ont déjà vécu en couple par le passé, qui se sont séparés et qui se sont dit... Qu'ils deviennent un peu prudents. Voilà, exactement. On va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le passé, parce que potentiellement la séparation peut-être ne s'est pas bien passée au niveau financier, et que du coup, quand ils recommencent, on recommence, mais au moins chacun a ses billes pour pouvoir se protéger chacun. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant finalement de voir que y a des profils un peu sociologiques en fonction des comportements sur les comptes. Et les chiffres que tu as, ce sont des chiffres français? Oui, pour le coup, oui. Mais je crois que Raph, tu as trouvé des chiffres sur ce qui se passait à l'étranger? Oui, donc j'ai effectivement vu une enquête qui date de 2015 sur une quinzaine de pays européens où on avait interrogé les couples pour voir le pourcentage des couples qui mettent de l'argent en commun versus ceux qui plutôt séparent l'argent. Et il y a d'assez fortes disparités en fait. Ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment en Finlande, par exemple, 53% des couples mettent tout l'argent en commun seulement. Alors que dans des pays comme l'Espagne ou au Portugal, c'est 90% des couples qui mettent tout l'argent en commun. Et alors, je sais plus ce que tu as dit tout à l'heure comme chiffre pour la France. 64. Ouais, voilà, moi j'avais vu 63. Bon. Ah oui, donc c'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent, voilà. Ouais, donc on est un peu au milieu. Un peu au milieu, voilà, mais il y a des disparités comme ça importantes à l'intérieur de l'Europe. C'est intéressant. Et est-ce que... Parce que du coup, on dit que l'argent est tabou dans un couple, sauf que ça arrive qu'on se sépare, et du coup, que l'argent puisse devenir une tension à ce moment-là. Et justement, est-ce que vous connaissez la probabilité de divorcer quand on est marié? Est-ce que vous avez une idée de quelle probabilité on a quand on est marié qu'en fait, il va y avoir une fin? En France, toujours. C'est 1 sur 2, je crois. C'est une chance sur 2. Oui. Et j'avais vu que c'est beaucoup plus fréquent à Paris qu'en province. Ça, c'est intéressant comme chiffre. Il y a plus de monde. Le marché. C'était vraiment une très grosse différence. Quelque chose comme les 3/4 des couples mariés divorcent en région parisienne et seulement un quart des couples divorcent en région. C'est pour ça qu'on est parti. À peu près. On est parti. On veut pas que ça nous porte la poisse. D'accord, ok. Du coup, j'avais trouvé le chiffre de 44%, donc c'est un tout petit peu moins qu'un couple sur 2, mais ça reste
énorme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur le plan financier, c'est que quand ça arrive, la femme s'appauvrit de 20% au moment de la séparation, alors que l'homme s'appauvrit seulement que de 3%. Donc l'impact économique en cas de séparation est beaucoup plus délétère finalement pour la femme que l'homme. Donc bon, il y a plein de raisons à ça, on pourra peut-être en parler, mais en tout cas, l'écart est assez parlant, je trouve. Ouais. Et enfin, dernière question. On entend souvent que les hommes ont plus de patrimoine que les femmes. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas ? Est-ce que vous avez une idée ? Moi, je dirais que oui. J'ai pas de rien pour appuyer cette affirmation, mais je dirais que oui. Non, mais ça peut être une intuition, mais oui. Oui, comme le revenu peut produire du patrimoine et que les hommes ont des revenus plus élevés que les femmes et qu'en plus, ils ont plus tendance à investir dans le patrimoine, oui, je pense aussi. Eh bien oui, et en plus, il a quasiment doublé l'écart. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il s'est accentué. En combien de temps ? Entre 98 et 2015, l'écart de patrimoine entre les hommes et les femmes est passé de 9 à 16%. Je trouvais ça assez intéressant et étonnant et alarmant de pouvoir en parler. Voilà. Bon, bravo, ça fait un bon... Merci. C'est pas mal. Vous avez votre diplôme. On prend les félicitations. C'est important, toujours. Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, finalement. On va parler de nos expériences, puisqu'on est tous les trois en couple. Je vais commencer par interroger Raph et Sybille, parce que peut-être que certains auditeurs l'ont compris, mais ils sont en couple. Incroyable. Et donc, pour commencer... je vais leur poser des questions, cette fois-ci pas à eux séparément d'une certaine manière, mais vraiment à leur entité couple. Voilà. Et après, ils me poseront la question. Donc, l'avantage, c'est que je serai toute seule à parler sur mon couple. Donc, je pourrais dire un peu ce que je veux. Alors que nous, on a dû se concerter. Exactement. Faire toute une réunion. Tout un conciliabule sur le sujet, mais c'est intéressant du coup. Ouais. Non, j'ai hâte, parce que justement, pour les auditeurs donc, qui nous écoutent, je ne connais pas du tout, enfin, je connais quelques informations, mais je ne connais pas tout et j'ai hâte de découvrir leurs réponses. Alors, première question, donc là c'est une réponse pour chacun. Quel est votre rapport à l'argent ? Est-ce que vous êtes plutôt cigale ou plutôt fourmi ? Et pour ceux qui nous écoutent, cigale, c'est quand on dépense beaucoup, et fourmi, c'est plutôt quand on est économe. Ça vient d'une fable de La Fontaine. Ouais. Tout à fait. Alors, Raphaël. Alors moi, je suis plutôt fourmi. J'ai plutôt un côté un peu prudent et avec les dépenses, un peu une inquiétude, un besoin de constituer un peu des réserves. Et voilà, je suis un peu le stressé de l'argent du couple, si on veut. Ouais, moi je n'irais pas jusqu'à dire que je suis une cigale, il faut pas exagérer non plus, mais je suis effectivement beaucoup moins inquiète de l'argent parce que je suis plus optimiste en général, donc ça s'applique aussi à l'argent. J'ai toujours l'impression que si on manque un peu d'argent à un moment donné, ça va s'améliorer dans le futur. Et surtout, je supporte pas trop l'idée que on soit bloqué pour des raisons d'argent. Alors, je sais que c'est irrationnel de vouloir le contraire, mais ça m'agace profondément de me dire, par exemple, je ne peux pas partir en vacances parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc, ça ne veut pas dire que je vais me mettre à dépenser tout notre argent pour partir en vacances, mais dans ce cas-là, je vais chercher d'autres solutions, des solutions moins chères, mais... Voilà, j'aime pas du tout que l'argent soit une limite parce que je trouve ça assez agaçant et injuste puisque dans la société, certains ont plus d'argent que d'autres. Et donc, j'essaye de trouver des solutions pour qu'on puisse faire un maximum ce qu'on veut faire, même s'il y a une contrainte d'argent. Ok, intéressant. J'ai appris des choses. Alors, deuxième question. Quelle est votre situation maritale et pourquoi vous avez choisi ce statut plutôt qu'un autre ? Alors, nous, donc, on est mariés. On a un très beau mariage. Et on a choisi de ne pas faire de contrat de mariage. Donc, c'est le statut de mariage par défaut, le régime matrimonial par défaut.
celui de la communauté réduite aux acquêts, ce qui veut dire en fait que ce qu'on possédait avant le mariage, du coup, on distingue en fait entre les biens propres et les biens communs. Ce qu'on avait avant le mariage sont les biens propres qui n'appartiennent qu'à la personne qui les a achetés ou reçus. Et puis les biens communs, c'est ce qu'on achète après le mariage et qui du coup appartient aux deux membres du couple. Et par contre, après, si l'un de nous touche un héritage ou une donation, eh bien ça devient un bien propre en fait. C'est uniquement pour la personne concernée, quoi. Après, il y a d'autres possibilités de régimes matrimoniaux, comme la séparation de biens ou d'autres, où il faut alors faire un contrat, une démarche auprès d'un notaire. Mais voilà, nous on a décidé de plutôt choisir ce statut-là parce que finalement on n'avait pas de raison spécifiquement de séparer des biens, quoi. On n'avait pas grand-chose à séparer, donc. Et pourquoi le mariage du coup plutôt qu'un simple pax par exemple ou du concubinage ou... Alors on était paxés avant de se marier. Le mariage, finalement, là, c'est vrai que on a pas trop discuté de pourquoi. À part la dimension romantique, voilà. au-delà de la... voilà, mais je veux dire... Parce qu'on s'aimait. C'est ça. Oui. C'est ça, non, mais je veux dire... c'est très bien. Alors oui, je pense que principalement, on a choisi de se marier pour la dimension romantique, mais sur le plan financier, on s'était peut-être un petit peu renseigné aussi. Et on a vu que être marié, ça pouvait être avantageux dans certains cas pas très rigolos, comme s'il y en a un qui meurt, par exemple. C'est plus facile d'hériter de l'autre. Voilà, c'est pas forcément notre motivation principale, mais c'est vrai que c'est un avantage quand on se marie d'avoir pas mal de facilité comme ça pour échanger de l'argent au sein du couple. Très bien, super. Et je voulais rajouter quelque chose sur... le fait qu'on n'avait pas de besoins spécifiques, comme dit Raphaël, notamment on n'avait pas de prêt en cours de remboursement. Et à l'inverse, on a des amis qui nous ont raconté qui se sont mariés. À l'origine, ils ne voulaient pas faire de contrat, mais ils se sont rendus compte que notre amie fille qui allait se marier, elle avait un prêt pour une voiture. Et donc, comme le prêt ne serait pas terminé, le remboursement, le prêt serait encore le remboursement du prêt ne serait pas terminé au moment du mariage, ce qu'il resterait à rembourser, s'il ne faisait pas de contrat, appartiendrait à moitié à elle, à moitié à son mari. Donc, elle disait, c'est comme s'il avait un rétroviseur de ma voiture. Et c'était pas forcément ce qu'il voulait. Et à côté de la voiture, il y avait aussi, je crois, un appartement. Donc, ils ont décidé de faire un contrat parce qu'ils se sont rendus compte comme ça que des choses dont ils pensaient que ça leur appartenait vraiment à chacun allaient être mises en commun. Ok, super. Comment gérez-vous vos dépenses communes ? Et est-ce qu'il y a une répartition ? Alors là, donc nous, on a créé un compte commun. Donc idéalement, où on verse tous les deux la même somme pour les dépenses du quotidien. Donc tout ce qui est les courses, le loyer, les impôts, les vacances... les assurances, Internet, enfin tout ce bazar, quoi. Et voilà. Et s'il y a des périodes dans la vie où l'un ou l'autre gagne plus ou moins, sachant qu'on est tous les deux indépendants, donc on a des variations dans le revenu qui peuvent être importantes, on va faire en fonction de nos capacités et on va réajuster en fait combien on verse sur le compte commun. Et puis après, on a chacun gardé notre compte perso pour nos achats personnels comme les vêtements, les cadeaux, voilà, des choses qui n'appartiendraient pas à d'autres. Je ne mettrais sans doute pas les robes de Sibylle, donc je vois pas pourquoi elles seraient payées. Tu vas aller voir. Je vais les voir. Mais... C'est pour le plaisir des yeux, Raphaël, voyons. Certes, mais... Ok, ça marche. Et est-ce que vous êtes à l'aise tous les deux avec le fait de parler d'argent dans le couple, ou est-ce que c'est quelque chose peut-être qui a pu être tabou ou qui l'est toujours, ou que c'est pas forcément facile? Alors oui, on est tout à fait à l'aise pour en parler. On en a toujours parlé plutôt sans tension. On en parle assez régulièrement pour faire des choix quotidiens. Donc, par exemple, l'alimentation, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que quand on avait la flemme, parfois on commandait, par exemple, des pizzas et que ça coûtait vraiment cher pour ce que c'était. Donc, voilà, on en a discuté. On s'est dit qu'on allait
en fait prendre nous-mêmes nos vélos et aller chercher à manger. Et pour les vacances ou pour se plaindre du prix du vétérinaire, des choses comme ça. Voilà, donc on parle de l'argent du quotidien. Après, on ne fait pas forcément nos comptes ensemble. On s'assure juste d'avoir assez sur notre compte commun pour nos dépenses communes. Mais c'est vrai qu'en discutant en amont de cet épisode, on s'est rendu compte qu'on devrait peut-être parler encore plus d'argent pour justement mieux évaluer ce qu'on dépensait avec notre argent sur notre compte commun. Et puis, on connaît bien aussi les revenus l'un de l'autre, puisque, comme disait Raphaël, on est tous les deux indépendants et donc on discute aussi surtout beaucoup pour se donner des conseils en fait sur le prix qu'il faut demander pour telle ou telle mission, si on est satisfait de ce qu'on gagne ou des choses comme ça. Voilà, donc on discute un peu pour se conseiller dans nos activités respectives. C'est chouette. Merci de vous être prêté à l'exercice pour moi et puis pour tous ceux qui nous écoutent. Avec plaisir. Alors toi, Cécile, maintenant tu vas nous raconter. Déjà, quel est ton rapport à l'argent ? Est-ce que tu es plutôt fourmi ou plutôt cigale ? Alors, je suis très fourmi. Mais je l'étais encore plus avant. Maintenant, je deviens un peu cigale pour certaines choses. Je suis vraiment fourmi pour la vie quotidienne. Je fais hyper attention. Je suis la relou de service dans le couple, clairement. C'est-à-dire que... en fait, ouais, ça s'est équilibré quand même avec l'âge, parce que comme je veux dépenser de façon éthique, je veux manger bio, il y a plein de choses qui sont vraiment importantes pour moi. Du coup, je suis d'accord pour dépenser parfois plus pour justement répondre à mes engagements, mes convictions. Mais pour autant, je fais hyper attention. Et j'essaye... On parle souvent de petites économies et je suis vraiment là-dedans. La dernière fois, je sais plus si on en parlait, mais quand on est allé manger une glace ensemble à Strasbourg, je sais plus si je vous disais que quand je prenais une glace, j'en prenais toujours qu'une boule. Parce que le plaisir de la glace suffisait, j'en avais pas besoin de 2 et comme ça je dépensais 2 fois moins d'une certaine manière. J'essaie vraiment de faire des petits trucs comme ça parce qu'à côté de ça, par contre, ça c'est venu aussi parce que je gagnais un peu plus d'argent qu'avant quand j'étais étudiante. J'adore m'acheter des formations ou des stages en lien avec plein de sujets différents et ça souvent ça coûte un peu plus cher et du coup c'est important pour moi de faire des économies sur des choses comme ne pas aller au restaurant tout le temps ou ce genre de choses, mais pour m'acheter des choses qui me font plaisir. Et par contre, je suis hyper un peu dans le contrôle parce que j'ai mes tableaux Excel de budget qui sont remplis au centime près et je sais exactement quel objectif d'épargne je veux chaque mois. Et du coup, voilà, c'est extrêmement clair. Et dans mon couple... Du coup, je suis appelée la ministre du budget. Voilà, ça me plaît de faire ça, mais c'est parce que, par contre, je suis clairement la flippée de l'argent dans le couple. Et en fait, contrôler, ça m'a permis de m'apporter de la sérénité. Parce qu'avant, je ne comptais pas et j'avais toujours peur de manquer. Alors que maintenant, je compte et je sais du coup que je ne vais pas manquer parce que je sais où j'en suis. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'ajustements là-dessus pour être un peu moins relou et plus sereine. Voilà. Non, c'est impressionnant de faire tout ça. Je vous montrerai si vous voulez. Voilà. Et alors, quelle est votre situation conjugale avec ton compagnon ? Alors, actuellement, on est en concubinage, donc à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc, concubinage en France, ça veut dire qu'on vit ensemble, mais qu'on n'a aucun statut officiel aux yeux de la loi. Mais par contre, quand vous écouterez cet épisode, normalement, si tout se passe bien, on sera pacsé. Et félicitations. Merci. On apprend des choses en direct. Oui. Super. Du coup, oui, à l'heure où vous écouterez ce podcast, on sera pacsé. Et du coup, on a fait ce choix, alors pas pour des questions romantiques, même si on s'aime, ça n'enlève rien à cette information-là. Ça reste un engagement, par contre, qui est fort. Mais c'est parce qu'on vient d'acheter un appartement ensemble. Et justement, dans les cas pas rigolos, comme le cas où l'un de nous meurt, si on restait en concubinage, ça voulait dire qu'on avait le droit à rien sur cet appartement. Et en fait, le fait d'être pacsé, ça nous donne l'autorisation de faire un testament et de pouvoir
voilà, nous mettre mutuellement sur le testament de l'autre dans le cas où il y a un décès. Parce que ça enlève notamment aussi les frais de succession. Puisque en concubinage, on est une personne, ce qu'on appelle lambda, alors que si on est pacsé, on n'a plus de frais de succession. Donc c'est un choix vraiment qui, moi, m'importait énormément parce qu'on venait d'acheter un appartement. Donc sinon, on serait resté en concubinage si on n'avait pas eu de... Bien sûr. Donc voilà. Donc un pax en France, c'est comme un petit mariage, sauf que c'est purement administratif, clairement. C'est pour ça que souvent les gens le font pas de façon romantique, puisque c'est pour avoir des avantages fiscaux ou en cas de décès. Voilà. Donc ça, c'est notre situation maritale. On se réjouit que vous ayez des avantages fiscaux. Pour le coup, si ça avait été que ça, on l'aurait pas fait. Mais c'était vraiment pour la succession, les frais de succession. Oui, bien sûr. Et comment est-ce que vous gérez vos dépenses communes ? C'est quoi la répartition, en fait ? Alors, du coup, je viens d'une famille où tout le monde met tout en commun. Mes grands-parents, mes parents, mon frère et ma belle-sœur, tout le monde met tout en commun. Et j'ai toujours trouvé ça très beau. Mais je n'ai jamais imaginé faire de même parce que en fait j'ai un trop grand besoin d'autonomie, de liberté, d'indépendance et j'avais envie que mon conjoint ait exactement cette même autonomie, liberté et indépendance. Et du coup, on a décidé, donc on avait eu un compte, on avait chacun notre compte jusqu'à il y a 1 an et depuis 1 an, on a fait un compte joint et c'est génial. C'est la vie. C'est plus facile, hein. Et par contre, du coup, on a une répartition en fonction de nos revenus. Donc nous, on est tous les 2 salariés. Enfin, en tout cas, la majorité de nos revenus viennent de revenus salariés. Et du coup, ça permet d'avoir une répartition assez entre guillemets stable, contrairement du coup à si on était 2 indépendants. Et du coup, mon compagnon gagne plus que moi, donc il met plus que moi sur le compte joint. Et là, sur les 2 années, on a réajusté puisque l'écart s'est malheureusement un petit peu creusé pour moi. Et du coup, il met d'autant plus sur le compte joint. Et voilà, donc on fait cette répartition. Ok. Et est-ce que vous êtes à l'aise pour parler d'argent alors ? Oui, on est à l'aise. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. D'autant plus depuis que j'ai commencé à écouter des podcasts, je crois il y a 3-4 ans, sur le sujet. Justement, le podcast de Titiou Lecoq, Rends l'argent, qui m'a permis en fait de me rendre compte de plein de choses. Et en fait, j'ai eu envie d'en parler à mon compagnon. Et en fait, au tout début, je crois que j'osais pas trop dire ce que j'avais comme revenu, comme argent en fait. Lui était plus ouvert et en fait à un moment donné je crois que ça m'a débloqué et depuis j'adore en parler et c'est une passion. mais en fait c'est vraiment le sujet du podcast qui est une passion, c'est comment rendre les choses justes et du coup il y a plein de questions autour de ça qui se posent et pour autant ça veut pas dire que c'est facile d'en parler, notamment quand on gagne pas la même chose et notamment quand la femme gagne le moins, j'ai l'impression parfois, parce que ça donne cette vieille idée que la femme se met avec un homme plus riche qu'elle. Et du coup, je suis pas très à l'aise avec cette situation. J'aimerais être au même niveau que lui parce que, en fait, un peu dans l'inconscient collectif, en tout cas dans le mien, il y a cette question de différence, et notamment homme-femme. Et du coup, quand on essaye d'avoir quelque chose de juste, et potentiellement, en fait, la femme en vient à demander une répartition qui soit juste, mais qui du coup, qui fait que l'homme, en tout cas dans mon couple, va payer plus, par exemple, sur le compte joint. Et du coup, ça pose plein de questions. Et du coup, c'est pas toujours simple, mais je trouve ça assez intéressant. Dans notre situation actuelle où je gagne moins parce que je suis en reconversion, je gagne donc moins que Sybille, c'est vrai que ça me met mal à l'aise beaucoup aussi, sans doute notamment à cause de ces stéréotypes de genre qu'on a, qui sont que justement l'homme devrait gagner au minimum autant que la femme, si ce n'est nettement plus, quoi, on va dire. Et voilà, c'est un truc qui me prend la tête, même si ça n'a pas de sens, quoi.
Bah, c'est hyper intéressant, effectivement. Parce que moi aussi, ça me prend la tête, tu vois. Donc l'idéal, c'est de gagner pile, pareil, ouais, peut-être. Ouais. Bah, alors ça, c'est surtout du coup, l'idéal, c'est surtout de retirer la notion de genre du débat, quoi, finalement. Parce que... Pour dégenrer le sujet, il faudrait du coup que les hommes et les femmes, en moyenne, gagnent du coup la même chose. Enfin, parce qu'aujourd'hui, la proportion du coup d'hommes qui gagnent plus est beaucoup plus importante. Et effectivement, je comprends tout à fait qu'à l'inverse, quand on n'est pas dans la situation où l'homme gagne le plus, bah, ça crée aussi dans l'inconscient quelque chose où on se dit... je suis pas dans la norme. Dans mon rôle, entre guillemets, quoi. Ou dans ma... Oui, complètement. Mais ok, le débat est lancé. Mais du coup, oui, par rapport à ce que tu dis, Raph, toi, Sybille, toi, comment tu le vis, justement, le fait de pas être celle qui gagne le moins, et au contraire, celle qui gagne le plus, est-ce que ça pose un problème, finalement ? Bah non, pas du tout. Non, moi, ça me dérange pas du tout, puisque, comme je disais un petit peu dans ma vision de l'argent, j'aime pas que ce soit une contrainte. Et pour moi, c'est vraiment juste une ressource qu'on utilise pour faire des choses. Donc, ça n'a pas de connotation de valeur, tu vois. J'ai pas l'impression que j'aurais une meilleure valeur parce que je gagne plus. J'ai juste la chance d'avoir une activité qui marche bien en ce moment et donc de gagner un peu plus que Raphaël qui est en train de changer d'activité. Mais pour moi, c'est vraiment juste des chiffres sur un compte et qu'on utilise pour faire des choses. Oui. Donc, ça n'a vraiment pas de sens plus profond que ça. Oui, mon malaise vient peut-être aussi de mon rapport à l'argent, mon rapport personnel à l'argent qui est plus un rapport de stress un petit peu et de... voilà. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que justement, dans le podcast de Titi Lecoq sur Rends l'argent, à un moment donné, elle dit qu'il vaut mieux que le plus flippé du couple soit celui qui gagne le moins d'argent. Ah bon ? Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, je me suis posé la question et en fait, je me suis rendu compte que c'était vrai et en fait, je me suis rendu compte que d'une certaine manière, en étant celle qui gagne le moins, du coup, quand on a une répartition au prorata, finalement, d'ailleurs, c'est pas totalement vrai ce que je vais dire, mais on dépense un petit peu moins que notre conjoint et du coup, ça nous permet de pas tout dépenser, parce qu'on dit aussi que dans un couple, il y en a un qui gagne plus que l'autre. Parfois, le niveau de vie se rapproche de celui qui gagne le plus. Et du coup, par cette répartition au prorata, celui qui gagne le moins, du coup, dépense quand même moins. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que je me suis posé la question, moi, à titre personnel, de est-ce que j'aimerais du coup gagner... Alors oui, j'aimerais gagner autant quand même, mais je crois que je préfère quand même être celle qui gagne le moins parce que l'argent me stresse et du coup, il y a moins d'argent commun de ma part qui sort. Ouais, c'est ça. Ta part dans l'argent qui s'en va est moins élevée que celle de ton compagnon. Ouais. Moi, c'est vraiment, je serais plus rassuré de gagner au moins autant ou plus parce que c'est mon rapport personnel à l'argent. Ouais. Non, mais c'est intéressant du coup. Titi Lecoq, elle interviewait un couple d'un gars qui du coup me ressemblait un petit peu en tout cas sur le rapport à l'argent, je pense, et elle disait ça, mais du coup ça s'applique pas à toi, donc c'est ça qui est intéressant de voir qu'on peut être deux flippés, mais deux flippés différents. On peut être flippés complètement différemment. Mais peut-être parce que toi, Raphaël, t'es pas tellement inquiet des dépenses qu'on fait, mais plutôt du fait de pas mettre autant d'argent que tu le souhaiterais de côté sur ton compte d'épargne personnel. Ouais, c'est plus ça, c'est-à-dire que quand je gagne de l'argent, avant que je change d'activité, je gagnais plutôt pas trop mal ma vie. Là, je regarde pas trop à la dépense. Je vais pas regarder au centime près combien je dépense. Je vérifie mes comptes, évidemment. Je fais en sorte que tout se passe bien. Mais je vais me focaliser plutôt sur une épargne, faire en sorte que, avoir une gestion de ce point de vue-là. Mais j'irai pas regarder au centime près. Ce qui me stresse, c'est dans le fait de pas d'en gagner moins, c'est le fait de pas pouvoir épargner finalement, je pense, plus que... Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que ça... Justement, il disait aussi que les femmes, justement, s'intéressaient plus aux dépenses et les hommes plus
à ce qu'ils gagnaient. Et du coup, là, c'est exactement... Ça se retrouve là, oui. C'est exactement ça. Clairement. C'est que moi, je suis intéressée par ce que je dépense et toi, t'es intéressée par ce que tu gagnes. Et du coup, finalement, on retrouve presque le côté genré, là. Ouais. C'est peut-être une flippée femme et un flippé homme. D'accord. Mais moi, je me posais quand même une question. Je profite de ce podcast pour vous la poser. Alors, du coup, c'est le côté genré, là, de mon couple, mais... On dit que pour que ça soit vraiment juste, il faut que ça soit au prorata de ce que chacun gagne. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, dans mon couple, mon compagnon gagne plus que moi, donc il met plus que moi dans le compte joint. Sauf que, certes, en moyenne, les hommes gagnent encore plus que les femmes, sauf que moi, j'ai fait un choix de cœur, on va dire, dans mon métier, presque, où souvent, entre guillemets, les choix de cœur, parfois, gagnent moins. Et il y a beaucoup d'hommes, je pense. Alors, c'est une grosse généralité, mais il y a des hommes qui vont faire des choix de raison qui rapportent plus. Et du coup, je m'interrogeais de savoir, est-ce que c'est juste de faire au prorata quand les deux, finalement, auraient la possibilité d'avoir des salaires plus ou moins équivalents, mais qu'il y en a un qui fait le choix, entre guillemets, de la raison, un qui fait le choix du cœur, et du coup, les salaires ne sont pas les mêmes. Voilà, je me posais cette question parce que je me dis, est-ce que c'est juste finalement que je mette moins que mon compagnon, alors que je sais très bien que les métiers dans lesquels j'ai envie d'évoluer ne sont pas des métiers qui gagnent, alors que je pourrais peut-être faire d'autres métiers qui gagnent plus. Moi, je pense que c'est quand même plus juste d'avoir une répartition équitable, même si ce qui est le plus juste, c'est encore ce dont on discute à deux et ce sur quoi on tombe d'accord. Mais alors, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais il y a tout un système autour, en fait. Donc, non seulement celui qui gagne moins va parfois peut-être faire plus de tâches ménagères, donc il y a cet aspect-là, mais en plus, celui qui fait le choix d'un métier de cœur, comme tu dis, et qui donc gagne un peu moins, est plus sympathique avec son conjoint parce qu'il a fait un choix de cœur. Ah c'est clairement ma valeur ajoutée, je le disais hier, ma valeur ajoutée, c'est ma joie de vivre. Si tu faisais un métier où tu gagnais beaucoup plus mais qui te plaisait pas du tout, tu serais très pénible peut-être. Je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer Cécile étant très pénible, mais peut-être. Et alors ton compagnon, il gagne lui aussi à ton choix de cœur, donc c'est presque un avantage pour lui aussi. Je ne peux m'empêcher de voir une petite référence. Projection. Non, mais parce que c'est pas une référence particulière, mais dans notre couple, je préfère largement que mon mari soit heureux à faire quelque chose qui lui plaise et qui gagne moins, que de le voir malheureux à gagner beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que ce que tu disais, toute cette question que tu poses, c'est une question que je m'étais jamais posée en fait, effectivement. Pour moi, je trouve que quand même, comme tu disais, Sybille, la répartition équitable, c'est celle qui paraît équitable dans le couple, en fait, enfin, individuel. S'il y en a qui trouvent que c'est pas juste que l'un fasse un métier qui lui plaît et que du coup, enfin voilà, d'accord, très bien. Enfin, moi, je suis pas de cet avis-là. Oui, non, c'est vrai. En fait, c'est aussi, comme on dit, c'est pas un jeu à somme nulle. Je pense que ce que gagne l'un, l'autre ne le perd pas dans un couple qui fonctionne bien, en tout cas. Donc, on devrait pouvoir se mettre d'accord sur quelque chose qui satisfasse tout le monde et sur la manière d'être le plus heureux à deux avec l'argent qu'on a et le métier qu'on fait. Oui. Mais c'est marrant parce que sur beaucoup de comptes sur des réseaux sociaux où l'argent dans le couple est abordé, finalement, jamais cette question avait été abordée, mais moi, ça m'interrogeait parce que j'ai pas... moi, j'ai envie que ça soit juste, mais pour l'autre aussi, finalement. Ouais. Mais par contre, ce que tu disais, effectivement, Sybille, sur le fait aussi que il y a aussi le système autour de ça, souvent les femmes, encore aujourd'hui, font plus souvent dans les tâches ménagères, par exemple, ou quand on a des enfants, enfin, tout ce qui est tâches domestiques. Et ça, c'est carrément du temps non rémunéré. Mais d'ailleurs, je lisais à ce propos qu'il
il faudrait déjà faire au prorata des revenus, mais qu'en plus, il faudrait baisser la charge, enfin le pourcentage de la personne qui gagne le moins, qui fait les tâches domestiques. Par exemple, imaginons si on a une répartition à 40-60, 40 pour la femme, 60 pour l'homme, dans le cas où c'est l'homme qui gagne le plus. Si la femme fait, par exemple, les tâches domestiques en majorité, donc il faudrait un petit peu chiffrer pour avoir un chiffre exact, mais il proposait de passer, par exemple, à 20-80, parce que pour vraiment valoriser ce temps. Et entre guillemets, même rémunérer le temps des tâches Exactement. domestiques. Quoi. Ouais, tout à fait. Mais là aussi, ça doit être le résultat d'une discussion parce que ça pourrait aussi figer une situation vraiment subie, en fait. Tu gagnes moins, donc tu fais plus de tâches ménagères. Puis comme maintenant, on a adapté le compte commun au fait que tu fasses plus de tâches ménagères, on ne va pas changer. Voilà, exactement. Ça peut aussi... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, sur cette question sociétale, ce dont je me suis rendu compte aussi, je me suis posé la question, mais pourquoi je vais plus aller vers des métiers, on va dire, de cœur, ou entre guillemets, vers des métiers souvent humains, et souvent les métiers humains sont moins bien rémunérés que les autres. Et je me suis dit quand même que... Et pourquoi les hommes parfois, enfin, encore une fois, très grande généralité, pourquoi moins ? Et c'est aussi parce que finalement, on a des rôles modèles qui sont féminins, qui sont beaucoup dans on appelle le soin, en anglais le care. Pourquoi j'ai été enseignante, c'est vrai. Et en fait, et finalement, ce sont des métiers qui gagnent moins, donc comment apporter de nouveaux rôles modèles aux enfants pour que ça puisse peut-être mieux se répartir. Là, on a vraiment un héritage d'une société patriarcale qui est encore très, très fort. Pour les États-Unis, je suis tombé sur des chiffres d'une étude en 2017 qui montrait que 71% des adultes disent qu'il est très important qu'un homme soit capable de financer une famille pour être un bon mari ou conjoint. Les hommes et les femmes, à part égale, pense ça en fait. Il faut qu'un homme soit pour être un bon mari, il faut qu'il soit capable de gagner suffisamment d'argent. Donc au fond, c'est le rôle de l'homme de financer, de rapporter de l'argent. Et donc, quelle que soit la manière de le faire, si ça lui plaît pas, ce qu'il fait, tant pis pour lui. L'important, c'est qu'il ramène l'argent, quoi. Et je pense que là, on est encore là-dedans, quoi. Ouais, c'est terrible, c'est terriblement sexiste. Ça met une pression de dingue. Et à l'inverse, une femme qui, elle, rapporte de l'argent, évolue dans sa carrière professionnelle, c'est pas forcément bien vu. Parce qu'il y a ce côté, on dit qu'elle est opportuniste ou carriériste. Enfin, c'est pas des qualités quand on parle d'une femme, alors que ça l'est quand on parle des hommes. Et je crois que j'avais lu quelque part que les femmes, soit c'était Cendrillon ou Cruella. On ne pouvait pas être entre les deux. Donc en gros, soit on se faisait arnaquer, soit on bouffait les mecs. Ouais. Et en fait, cet entre-deux n'existait pas. Donc finalement, c'est pas si bien vu que ça pour une femme que de gagner de l'argent. Parce que ça veut dire potentiellement qu'on a du pouvoir et dans la société, c'est pas toujours bien vu. Parce que même si le code Napoléon n'est plus avec nous, c'est toujours bien qu'on soit un petit peu en dessous, quoi. On observe quand un métier se féminise que son revenu baisse. Par exemple, le métier d'enseignant, justement, était un métier très valorisé. Bon, voilà, on en a déjà parlé, on va pas refaire le débat, mais... c'est vrai. C'est le premier métier qui m'est venu en tête parce que je sais que les chiffres sont vraiment parallèles, en fait. Le pourcentage de femmes dans ce métier et la baisse de revenus, c'est une dynamique commune, en fait. Alors, c'est évidemment pas une dynamique une causalité directe, mais on peut se demander si les hommes n'auraient pas revendiqué plus ou mieux, si on n'avait pas continué à mieux valoriser ce métier, si c'était un métier d'homme et donc mieux le payer. Et donc, finalement, les tensions autour de l'argent dans les couples sont aussi le reflet des inégalités entre hommes et femmes dans la société. Tout à fait. Je lisais un article qui disait on peut pas demander aux femmes de payer 50-50 quand elles gagnent moins, parce que le monde n'est pas 50-50 pour elles. Ouais.
Alors, Sybille, pour conclure, de quoi tu rêves sur le sujet ? Eh bien, surtout après avoir préparé cet épisode grâce à toi, Cécile, je rêve du fait que l'on parle plus d'argent dans les couples, parce que ça fait pas de mal et que ça va sûrement mieux en parlant que sans en parler. Et aussi parce que j'ai vu que 40% des couples ne parlaient jamais d'argent. Et parmi ces couples, il y en a qui ont même des enfants. C'est vrai que ça fait aussi écho à des histoires que j'ai pu entendre de une des deux personnes du foyer qui cache complètement la situation financière du couple à l'autre, qui s'en occupe pas. J'ai entendu parler aussi du fait qu'on pouvait parler de violences économiques et que plus souvent c'était les femmes qui subissaient ces violences économiques. Donc le fait, par exemple, que son conjoint utilise son argent à elle pour des dépenses purement pour lui, par exemple. Mais au-delà de ces cas extrêmes, je pense vraiment que ça fait du bien à tout le monde d'en parler et qu'on est plus serein en discutant. Et puis, je rêverais aussi d'un monde où être un homme ou être une femme ne serait pas du tout un sujet dans la gestion de l'argent dans un couple et qu'on puisse tout simplement gérer son argent comme on l'entend, librement et sans se demander si, comme on est une femme, il faut qu'on fasse tel type de dépenses et comme on est un homme, on doit absolument investir de telle ou telle manière. Super, merci, c'est un joli rêve. Et toi, Raph ? Moi, c'est vrai que on a dit que les femmes étaient défavorisées au sein du couple à cause du type de métier qu'elles choisissaient. Mais j'ai lu aussi qu'à l'échelle de la société, on gagnerait à ce que les comportements typiquement masculins soient moins valorisés. Parce que souvent, les hommes prennent plus de risques, on va dire, physiques. Donc, ils vont peut-être avoir plus d'accidents. Il va y avoir ils vont plus être agressifs, avoir des comportements agressifs, des choses comme ça. Et donc, ils représentent un coût important pour la justice, la santé, pour l'État, de manière générale. Il y a un calcul qui a été fait. Si, entre guillemets, les hommes se comportaient plus comme des femmes, on ferait une économie de 95 milliards d'euros, ce qui permettrait de réduire à zéro le déficit de l'État. C'est pas vrai. C'est dingue. J'ai halluciné. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. Soyez comme nous. On pourrait au moins éviter de se taper dessus sans raison. Voilà. Oui, voilà. C'est déjà ça paraît un bon début. Assez basses. C'est clair. Voilà. Et toi, Cécile ? Alors moi, je rêve d'éducation financière. J'aimerais que ça devienne une matière à l'école parce que je me suis rendu compte en fait que moi, c'est il y a quelques années, finalement, que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'argent. Ça fait très peu de temps, c'est grâce notamment au podcast Rends l'argent qui m'a vraiment qui m'a permis de conscientiser justement les différences entre les hommes et les femmes et qui m'a permis aussi dans mon couple de proposer justement une répartition au prorata et qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas qu'on a une gestion juste, en tout cas le plus juste possible, en tout cas au sein de notre foyer. Et je remercie du coup en fait toutes ces personnes qui ont fait mon éducation financière et où j'aimerais que ça soit diffusé au plus grand nombre. Je remercie donc Héloïse Boll qui a écrit le livre Les bons comptes font les bons amants, qui m'a du coup donné l'idée de ce titre d'épisode. Je remercie aussi Lucille Quillet qui a écrit Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, et Titu Lecoq, on en parlait avec le podcast Rends l'argent et le livre Le couple et l'argent. Et il y a un livre aussi qui est sorti récemment qui s'appelle Autune citoyenne et qui est hyper intéressant, justement, pas que sur le foyer d'ailleurs, mais de façon plus générale, mais qui fait encore une fois une éducation financière. Et je pense que on dit que le savoir c'est le pouvoir, mais ça permettrait de remettre un petit peu de justice, dans tout cas, dans tout ça, en tout cas de la justesse, si ce n'est de la justice. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On compte sur vous pour parler d'argent avec vos partenaires. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à aller écouter aussi l'épisode sur les notes. Et si vous avez envie d'aller plus loin, la transcription et les activités sont disponibles sur Patreon. Un grand merci pour votre soutien
et à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.